évolution des normes, renforcement et assurance. Construction, évolution des normes, renforcement et assurance. Voilà. Voilà, donc un sujet central, puisqu'on se rend compte que dans la plupart des catastrophes naturelles, même s'il y a encore des victimes humaines, il y a surtout beaucoup de dégâts aux enjeux immobiliers, infrastructures. Et l'assureur qui est en face de moi ne me démentira pas. Voilà, on a beaucoup parlé aussi assurance parce que ça devient vraiment une problématique centrale. Sarah? Donc, ça fonctionne ce micro ou pas? Non, je sais pas. Donc, juste commencer à remercier tous nos participants à l'atelier. En premier, Madame la sénatrice Victoire Jasmin, parce qu'elle est restée toute la journée avec nous et elle a alimenté les discussions. Et remercier les organisateurs et les différents techniciens et responsables du service de la CTM. Et donc, on fait un peu une présentation des différents profils des participants de notre atelier. Et du coup, ils représentent les différentes perspectives et cadres d'action, d'intervention sur le territoire. On a le politique, on a le technicien, l'architecte, le concepteur d'espace, ingénieur, architecte. On a l'État, les services de l'État, et on a les services de collectivité, l'économique et l'assureur. Voilà, donc on vous montre un peu quelques photos de notre atelier. Et cerise sur le gâteau, on a eu la chance d'avoir une personne membre de la réserve communale de sécurité civile de Fort-de-France, habitante du quartier qu'on a pu visiter. Et ça a été vraiment quelque chose d'extraordinaire de toucher cette personne qui vit au quotidien les problématiques de risque. Et aussi des participants, nos amis de la Guyane. Et du coup, on a pu faire une perspective Martinique, Guadeloupe et Guyane, qui va être très enrichissante dans nos discussions. Voilà, s'appuyer sur le savoir-faire, l'histoire et la mémoire des risques, c'est très intéressant. Je pense que ça marche. Je n'ai pas eu à raconter d'histoire. Ben, nous, on a beaucoup parlé, effectivement, histoire du quartier, puisqu'on s'est beaucoup intéressé sur cet atelier à l'humain. Voilà. Donc on a passé une journée formidable. Sincèrement, alors, je vais le dire, c'est la surprise. En fait, notre atelier se déroulait majoritairement dans le bâtiment des services techniques de la collectivité, donc quartier maternité, l'ex-maternité Fouche. Et on a pu donc, au cours de notre atelier, visiter le quartier qui est juste en bas. Donc, bas maternité, c'est le haut du quartier Ravine-Bouillé. Donc un quartier d'habitat un peu informel, donc qui s'est développé comme il a pu, donc avec énormément de problématiques de vulnérabilité sur ce quartier que nous sommes allés visiter en fin de matinée. C'était une visite assez chaude niveau température, mais on a vu quand même des choses assez saisissantes et assez inquiétantes et qui poussent en fait à la réflexion. Parce qu'en réalité, et Thibaut Duval, donc de la DUAM, du CAUE, pardon, qui a démarré cet atelier par une présentation, nous a quand même fait réfléchir et nous a en particulier donné les résultats d'une enquête qui avait été conduite sur un quartier un peu informel aussi de Fort-de-France,
où 70% des constructions avaient été réalisées par les occupants eux-mêmes. Donc on se rend compte que les problématiques d'autoconstruction sont prégnantes sur un certain nombre de sites, notamment dans la périphérie urbaine de Fort-de-France, mais le cas n'est pas isolé. Donc on a un peu échangé en salle avec des présentations, et puis on a alterné donc avec ces visites de terrain. Et l'après-midi, nous nous sommes projetés sur le site du collège d'Ilon 1, qui est un site qui est en cours de confortement parasismique. Et voilà, donc avec un phasage qui est très spécifique, puisque ces confortements se passent donc avec un collège qui continue et un lycée qui continue à fonctionner. Et ça nous a un peu rapproché des problématiques auxquelles ont fait face les bailleurs sociaux qui font du confortement parasismique en site occupé. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a beaucoup parlé aussi à amiante à ce moment-là, parce qu'en réalité, la question que nous nous sommes posée, c'est allez, ok, on veut conforter, faire conforter du bâti, alors du bâti privé demain. On a fait beaucoup de bâtis publics ou parapublics dans le cadre des plans séismes. Mais aujourd'hui, on va se heurter en fait à la problématique amiante. Et nous connaissons aujourd'hui les coûts du traitement de la question amiante sur nos territoires ultramarins, et on se pose la question de savoir si ce sera un obstacle en fait au confortement de zones qui en ont bien besoin. Et donc, à partir de nos échanges, 5 grands niveaux de lecture se dégagent: le social, la gouvernance des territoires, la gouvernance des projets, penser les solutions et les retours d'expérience, et enfin le système assurantiel. Et donc, on a repris quelques expressions de nos intervenants, et du coup, on pourra par la suite prolonger par les discussions ou des débats. Donc, la caractérisation du substrat social, donc considérer les modes d'habiter, comprendre les modes d'habiter et l'appropriation des territoires, comprendre aussi les mailles sociales de solidarité, interpeller et développer la culture du risque, et enfin questionner l'acceptabilité de la délocalisation en cas de besoin. Donc, travailler sur le processus de délocalisation. Voilà, donc on se rend compte que ça va être un thème transversal de nos ateliers relocalisés. Et sur ce site, alors, on a eu la chance d'avoir une vision guyanaise où il y a de l'espace. Donc c'est un territoire où il y a de l'espace. Certes, il y a une évolution démographique qui est dynamique. Nous, par contre, sur la Martinique et sur la Guadeloupe, à Saint-Christ, nous avons plutôt des problématiques de disponibilité de foncier, donc avec des volontés de reconquérir notamment des centres urbains dans lesquels on trouve des dents creuses ou de l'habitat dégradé à démolir, à rénover. Donc il y aura des choix à faire en fonction aussi de leur état de vulnérabilité et puis de leur état de résilience qu'on souhaite, parce que les normes, puisque c'était le sujet central aussi de notre atelier, s'intéressent essentiellement à la construction neuve et très peu aux bâtis existants. Deuxième niveau, c'est la gouvernance des territoires. Donc, travailler sur la concertation et le travail collectif en composant avec les prérogatives et les responsabilités de chaque acteur, la présence des acteurs de l'État, les élus locaux et aussi les habitants. Après, il y a eu ce retour d'expérience entre Guyane, Martinique, Guadeloupe. Donc, anticiper les scénarios de changement climatique pour les différents territoires en fonction de leur réalité démographique, en fait. Donc, pour la Guyane, c'est en plein essor démographique, alors que, comme vient de dire Jean-Yves, Martinique, Guadeloupe, avec plutôt des enjeux de contraction démographique. Et donc, il y a des problématiques de la prospective, en fait. Quel est le modèle de développement pour chaque territoire? La gestion du foncier, avec les différentes réalités du foncier, et la connaissance de l'aléa et les modélisations. En fait. Et enfin, définir les responsabilités et surtout identifier les leaders qui vont porter ces projets avec une réflexion autour de la continuité de décision et d'action. Le temps du politique n'est pas le temps du projet. Oui, et ça nous a ramené en fait à la stratégie qu'il faudrait avoir en fait pour pouvoir, au travers de la réduction du risque bâtimentaire, rendre les territoires beaucoup plus résilients. Et en réalité,
alors on n'a pas encore tranché, je dirais. Il y a, je dirais, une action macro, donc à l'échelle du territoire, ou voire à l'échelle de la commune ou d'un grand quartier. On a vu en particulier sur le quartier de Bas-Maternité des gros problèmes d'évacuation des eaux pluviales, avec donc une aggravation des risques d'érosion des berges de la ravine, etc., etc. Et puis, on s'est dit que quand même, il faut travailler au niveau de la parcelle, c'est-à-dire au niveau de l'habitation, de l'individu, et de l'endroit où il habite. Et il faut en fait trouver la bonne gouvernance, le bon levier d'action pour pouvoir à la fois agir sur le territoire et puis permettre aux citoyens d'agir sur son habitat, sur sa parcelle. Troisième niveau, c'est la gouvernance à l'échelle des projets. Et donc, commencer par le financement. On a eu une belle discussion sur les priorités du financement et surtout les montages financiers disponibles, en fait, et les contradictions entre les demandes et les fonds disponibles, surtout sur le fonds Barnier et développement des territoires. Les temporalités des processus du projet, donc en fonction des phasages, l'impact sur les coûts, sur le programme. Et il y avait une belle discussion aussi sur les processus de penser les projets en termes évolutifs, en fait. Surtout si ce sont des projets habités, à l'exemple de l'école qu'on a visitée. Et enfin, intégrer la notion d'entretien. Ça, c'est très important, l'entretien sur les bâtiments, mais aussi sur les infrastructures et les réseaux. Oui, en fait, la montée en capacité de résilience du bâti, du cadre bâti, en fait, s'entretient. Parce que c'est bien en fait de faire un certain nombre de travaux, de monter en capacité de résilience, mais il faut surtout maintenir cette capacité face à des aléas qui eux-mêmes sont évolutifs. Donc c'est un peu une course contre la montre. Il faut monter le niveau et continuer en fait à s'adapter, donc en faisant d'abord de la maintenance et puis peut-être de temps en temps de l'amélioration. On ne sait pas exactement ce que l'avenir nous réserve. Je crois que l'atelier du lundi après-midi nous avait quand même tracé des perspectives plutôt inquiétantes. Quatrième niveau, c'est penser les solutions et questionner les retours d'expérience et d'avoir plusieurs territoires ultramarins. C'est là où on a vu cette précieuse initiative d'un réseau ultramarin. Donc réfléchir sur nos actions à l'aune des défis du changement climatique, que nos actions ne viennent pas aggraver le changement climatique et de reconsidérer sérieusement nos actions d'aménagement du territoire. Penser à la sobriété énergétique. Penser à la production énergétique avant d'orienter la consommation. Et du coup, il y a eu une belle discussion sur la voiture électrique. Et du coup, l'usage de la voiture électrique avec les réalités de Guadeloupe, Martinique n'est pas la même avec la réalité de la Guyane parce qu'ils n'ont pas encore mis en place la production déjà de l'électricité, en fait. Et il n'y a pas une solution, il y a une diversité de solutions qu'il faut construire en fonction des réalités des territoires. Et penser et faire du local et vraiment du sur-mesure. En fait, ça, c'est ressorti dans nos discussions. Oui, en termes de solutions, effectivement, il y a un certain nombre de réflexions sur les choix de matériaux et sur donc aussi l'équivalence de normes, par exemple, puisque aujourd'hui, on est dans un environnement européen qui nous oblige quelque part à aller chercher un certain nombre de matériaux de construction sur du CE, sur du matériau, alors que régionalement, on peut aussi avoir des productions qui permettraient de manière collatérale aussi peut-être de résoudre certains problèmes d'augmentation des coûts de matériaux, mais qui permettraient aussi d'avoir une diversité et une offre supplémentaire. Alors on suit de près l'expérience de la Nouvelle-Calédonie qui, elle, en article 74, a beaucoup plus de marge de manœuvre et va chercher dans son bassin géographique un certain nombre de solutions. Voilà, mais le sur-mesure, les matériaux biosourcés, la valorisation des richesses locales est aussi au cœur de la démarche. Le mot-clé, c'est la contradiction entre une norme qui se veut homogénéisante par rapport au territoire et les réalités spécifiques du local, en fait. On a discuté énormément de l'historique des normes face aux réalités du contexte. Et enfin, le système assurantiel.
Et du coup, sur 2 niveaux. Le premier, c'est sensibiliser sur l'importance de l'assurance et penser les mécanismes de les généraliser, avec des retours de belles expériences du prime parasismique en aidant les gens à renforcer à la parasismique, mais en les incitant à contracter une assurance. Et ça, c'est une belle initiative de Martinique. Et deuxième niveau, c'est se baser sur les retours d'expérience post-catastrophe pour faire évoluer les critères de l'assurance, surtout sur l'existant et les bâtis anciens. On a eu l'exemple de la tuile en bois versus la tôle en acier et la boîte de sardines, que je trouvais c'était une image assez pertinente en fait. Voilà, on a terminé la restitution. Oui, juste avant que vous nous remerciez, juste dire que cette question assurantielle est vraiment prégnante sur nos territoires où on a un taux de pénétration de l'assurance construction qui est dramatiquement bas, qui est insuffisant et qui nous continuera à nous poser beaucoup de problèmes si on ne trouve pas des leviers, Cédric, pour pouvoir remonter ce taux et faire en sorte que voilà, les Irma, Saint-Martin et Saint-Barth soit de l'histoire vraiment et que les prochains en soient quand même beaucoup mieux préparés. En tout cas, merci. Merci beaucoup à Sarah Cassry, architecte et chargée d'études à la FPCNT, et à Jean-Yves Bonner, chargé de mission à la CERC, président de Obsidian Solutions. Est-ce que vous avez des questions avant la pause? On va faire une pause de 15 minutes. Avez-vous des questions après cet atelier? Ah pardon, oui. Alors, c'est pas une question, Jean-Yves, hein, mais c'est un complément sur effectivement ce que tu as dit. Dans le cadre du plan séisme anti, 3e phase, effectivement, nous avons pu négocier avec l'ADL, donc avec l'État, la prise en charge des travaux de désamiantage, puisqu'on s'est rendu compte que sur le terrain, effectivement, avant de pouvoir mettre en place les travaux de confortement ou de renforcement parasismique, Didier il n'est pas là, on a cette problématique d'amiante ici à la Martinique et également en Guadeloupe. Donc c'est cette prise en charge dans le cadre du plan séisme anti et des financements, puisque ce n'était pas prévu initialement, qui est ces financements pour financer, Madame la sénatrice, les travaux de désamiantage. Ça a été un combat difficile localement avec l'ADEAL, mais on a pu obtenir l'accord du ministère sur ce point-là. C'est très important. Merci. Sur la partie bâtiment public, oui. Public. Merci. J'ai bien dit public. Steve Saint-Fort. On fait une pause de 15 minutes. Je pense que vous pouvez aller sur la terrasse pour un café, un verre d'eau, et puis on se retrouve donc à 10h45. Merci.